Hello, salut cher auditeur, auditrice, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravi de te présenter un épisode hors série, un épisode particulier que j'enregistre dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Podcaston. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, nous sommes en pleine semaine de cet événement-là. Et le Podcaston, c'est quoi en deux, trois mots? C'est un événement qui dure pendant 7 jours dans lequel plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Alors moi, je trouve ça très chouette comme initiative et surtout le fait qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent pour parler d'une association qui leur tienne à cœur. Et donc pour moi, quand on m'a proposé d'y participer, il était tout à fait naturel que l'émission Génération 120 ans y participe. On en reparle en fin d'épisode où je vous donnerai un peu plus de détails sur comment vous pouvez à votre niveau y participer et y contribuer. En tout cas, dans ce contexte-là, de cet événement, j'ai choisi de parler de l'association Comme les autres, une association qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, et Comme les autres, en deux, trois mots, c'est quoi? C'est une association qui propose un accompagnement social dynamisé par diverses activités aux personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la vie. Et c'est vraiment une association, heu, pour le coup, pas comme les autres. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs activités avec eux et je dois, vous avouer que j'ai réellement été touché, par leur état d'esprit, par leur volonté d'aider au mieux, les personnes devenues handicapées du jour au lendemain à rebondir à tous les niveaux. Par exemple, au niveau physique, pour apprendre à vivre avec leur handicap au quotidien, mais également au niveau social et mental, en les aidant à regagner confiance en eux, à redévelopper leur estime personnelle ou en les aidant à se réintégrer socialement. Bref, je suis vraiment ravi de vous présenter cette association et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir 2 personnes avec moi. Lola Dupuis, qui est travailleuse sociale à Comme les autres et Martin, Moiret, référent handicap avec qui, on va discuter de tout ça. Alors, restez attentifs, restez à l'écoute parce que c'est super intéressant, leur histoire est très chouette et parce que potentiellement ça pourrait vous aider ou aider les personnes, des personnes de votre entourage qui peuvent se sentir concernées et qui ne connaissent pas cette association. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Salut Lola, salut Martin, Bonjour. Bonjour. comment ça va? Bah, ça va plutôt bien. Plutôt bien, content de découvrir comment se passe un podcast. Ouais, puis d'échanger sur notre quotidien aussi. Yes. Bon bah super cool, je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode-là, dans lequel on va pouvoir parler de l'association Comme les autres. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter? Peut-être Lola, je te propose de commencer et aussi en profiter pour expliquer ce que c'est CLA ou Comme les autres en deux, trois mots avant de rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, 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 complètement. Enchantée, moi je suis Lola Dupuis, je suis travailleuse sociale depuis 2 ans et demi à l'association Comme les autres. Je suis également art thérapeute de formation. Comme les autres, c'est une association qui existe depuis plus d'11 ans. Elle a été créée par Michael Jérémiaz et son frère. Michael, il a eu un accident de ski à l'âge de 18 ans et il s'est en fait réinséré et a rebondi grâce à sa famille, à ses amis, donc via un entourage accueillant et via la sensation forte et le sport. Donc, Michael, il est devenu champion paralympique de tennis. Oui. Et il a souhaité créer cette association pour vraiment proposer et permettre à des personnes accidentées, donc qui sont, on les appelle des personnes blessées médulaires traumatiques, donc c'est-à-dire touchées à la moelle épinière, et selon la lésion,
l'espace qui va être touché, les personnes vont avoir une lésion plus ou moins haute avec donc du coup une paraplégie ou concernées par une tétraplégie. L'idée, c'est vraiment de leur proposer des accompagnements donc sociaux dynamisés par la sensation forte pour favoriser ce rebond à la sortie d'un accident, du centre de rééducation, de se dire qu'est-ce qu'il y a encore de possible. Donc c'est au-delà des possibles, moi j'ai envie de dire que c'est une association aussi qui propose une pulsion de vie parce que finalement il y a une rupture qui est l'accident. Et nous, on vient en fait juste à ce moment-là, au moment de la réintégration du quotidien de ces personnes. Et on va pendant un an et demi essayer au mieux, via des outils sociaux et de la sensation forte et du pair accompagnement et plein d'autres outils qu'on pourrait discuter aussi, les aider à reprendre goût à la vie et à trouver un quotidien qui leur soit un peu plus serein. Ok. Super, donc elle a été créée donc, il y a quelques années maintenant donc, par Michael, qui a l'air aussi d'avoir un parcours assez intéressant où à la suite d'un accident, il a pu rebondir grâce à ce que tu dis, un entourage de qualité. Et puis, il s'est lancé dans la compétition jusqu'à devenir un athlète de haut niveau paralympique. C'est incroyable, enfin, je trouve ça c'est génial. Et suite à ça, il s'est dit, tiens, pourquoi pas donner la chance à d'autres personnes de pouvoir aussi se reconstruire et pourquoi pas atteindre des choses qu'on ne pourrait pas forcément, qu'on ne pensait pas forcément possible. Et suite à ça, il a créé donc cette association-là où il a mis vraiment l'accent sur la sensation forte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le moteur en fait de l'association. C'est-à-dire vous faites des activités physiques, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et tu voulais dire un truc Je vais me présenter du coup aussi. Oui. Donc moi, c'est Martin Moiret, j'ai 31 ans. Je suis référent dans l'association maintenant depuis quelques années, depuis 2016, il me semble. J'ai effectué mon premier séjour en tant que participant, en tant que bénéficiaire de l'association en 2014. J'ai eu mon accident en 2013, donc il y a maintenant 10 ans. Et donc oui, comme tu le signalais, l'association, elle fait donc des séjours à Sensation, donc des activités diverses et variées. Ça peut être de la motoneige, de la plongée sous glace, du ski, enfin voilà, des choses comme ça. On aime aller sur des activités où on n'est pas bien attendu, enfin où les personnes handicapées sont pas forcément attendues, pour aussi changer le regard sur le monde du handicap et ouvrir le champ des possibles aux personnes jeunement handicapées. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu fun de l'association. Et il y a aussi après le boulot de Lola et des travailleuses sociales qui sont là pour faire justement tout un suivi personnalisé sur la recherche d'emploi, sur la recherche de logement, passer son permis et toutes les aides et la complexité du handicap au quotidien. Donc il y a vraiment deux choses qui sont la partie, on va dire, un petit peu ouvrir le champ des possibles et après reconstruction et mise en place de choses justement pour pouvoir repartir correctement. Super, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu veux dire un truc, Lola? Oui, l'idée, c'est qu'en fait, une personne qui vit un événement accidentel, qui est accidenté, toutes les sphères de sa vie vont être bouleversées. Donc, autant le logement, la santé, la vie sociale, la vie affective, comme disait Martin, l'emploi, les loisirs, etc. Le travail social, en fait, l'association a énormément évolué en 11 ans. Au début, c'était vraiment la sensation forte qui venait, en tout cas, faire œuvre de rebond, de dynamisme et travailler cette forme de résilience. Et aujourd'hui, on se rend compte depuis quelques années que le travail social est le premier lien. Nous, on accompagne les personnes, on va les rencontrer en centre de rééducation. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart jamais sorties en fauteuil à l'extérieur. Elles ont jamais vécu en fait leur handicap autrement et ailleurs que dans un espace de santé sécurisé avec des soins toute la journée, avec un programme. Et nous, on va arriver en leur proposant un accompagnement social pour les aider en leur disant, voilà, on peut t'accompagner à vivre de manière le plus fluide et de manière le plus périn et serein possible cette transition de vie qui va être ton retour à domicile finalement.
Donc toutes ces sphères, voilà, qui sont bouleversées. L'idée, c'est qu'on les aide aussi à prioriser, à se dire par quoi je commence en fait, parce que tout est en morceaux, enfin, et en tout cas modifié, que ce soit l'identité ou toutes ces sphères-là. Et la sensation forte, maintenant, elle vient comme un outil. C'est-à-dire que dans l'accompagnement et dans la priorisation des besoins et des freins qu'on va essayer de lever au fur et à mesure, le séjour et les activités à sensation forte qu'on va faire tous les mois, elles vont venir en fait, voilà, dynamiser tout ton parcours de reconstruction. Ouais. Ouais, OK, super intéressant, ce que tu dis. Effectivement, enfin, j'en parlerai sûrement tout à l'heure où j'ai eu la chance de participer à un séjour et j'ai trouvé ça, assez incroyable et assez inspirant et c'est vraiment on voit on voit le avant et le après. En tout cas, moi, j'ai pu le voir, sur, l'état d'esprit, de toutes les personnes qui ont participé à ce séjour que bah, il y a un avant séjour, un avant séjour où on va avoir peut-être tendance à être un plus réservé, on va être sur, on va avoir des doutes, on va avoir des peurs et cetera et après en revenant du séjour, c'est: «Waouh, j'ai fait ça, je me lance dans une nouvelle perspective, je vais pouvoir faire ci» et cetera et ça j'ai trouvé, ça incroyable. Hem donc avant de rentrer dans tout ça et de parler, vraiment des choses sur comment ça fonctionne, l'accompagnement, qu'est-ce que vous faites et cetera. Est-ce que, Martin, tu peux, raconter un peu ton histoire? Comment tu as découvert, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si tu as envie d'en parler et comment tu es arrivé chez CLA et ça a quoi été c'était quoi ton parcours et ton état d'esprit, avant, après, voilà, enfin, au fur et à Alors moi, mesure? j'ai eu un accident de la voie publique, un accident de moto en 2013. J'étais jeunement diplômé, je venais de finir mes études, bon vivant, voilà, dans la campagne lyonnaise. Accident de moto. Et donc ça, c'était en 2013. J'ai été hospitalisé donc pendant 9 mois. Je suis sorti au bout de 9 mois de centre de rééducation avec ce qu'on tape à la découverte d'un nouveau monde. Enfin, même si un petit peu sensibilisé au monde hospitalier par une mère infirmière, par des cousins médecins ou des choses comme ça, un oncle déjà handicapé. Mais quand on n'est pas confronté au handicap, c'est un milieu qui nous intéresse pas forcément parce que voilà, des peurs, des craintes, une méconnaissance. Bon bah là, pas le choix, du coup on y est confronté. Euh, j'ai toujours relativement j'ai même toujours, pas relativement, j'ai même toujours bien accepté mon handicap et mon accident, on va dire. J'ai toujours fait en sorte de voir le côté positif et de me dire, bah voilà, je suis en fauteuil, mais on va faire en sorte de pouvoir faire des choses. Et parce que tu te retrouves dans une situation, comme disait Lola tout à l'heure, où tout est bouleversé. Que ce soit professionnellement, moi j'étais mécanicien sur tout ce qui était matériel portuaire et grue de chantier. Donc je venais de finir mes études, ça faisait 1 an que je travaillais. Bon bah c'est quelque chose que j'ai dû remettre en question et de me dire bon bah monter en haut d'une grue à 25 mètres, c'est quelque chose que je pourrais plus forcément. Ouais. Donc voilà, niveau professionnel ça remet en cause, niveau personnel j'habitais chez mes parents dans une maison à étage, machin, chose comme ça. Bon bah voilà, c'est quelque chose qui est remis aussi en question. Et parce que on voit aussi tout notre cercle autour pas s'effondrer mais qui prend un coup aussi. Enfin moi mes parents, mes sœurs, ma sœur a arrêté de bosser pendant 6 mois pour s'occuper de moi à l'hôpital pour venir tous les jours. Donc j'avais un peu cette force-là aussi de me dire j'ai pas trop le droit de craquer parce qu'il faut que j'emmène tout le monde avec moi. Donc si je m'effondre, ils vont s'effondrer. Par contre, si j'arrive à remonter la pente, on va tous y aller ensemble et on va faire quelque chose de fort et de beau. Donc c'est un peu là-dessus que je suis parti. Et j'ai eu la chance en rééducation de tomber sur une kiné qui fait aussi partie de l'association maintenant, qui, moi, je la remercie à peu près tous les jours parce que c'est vraiment en partie grâce à elle que j'ai eu ce parcours de reconstruction qui s'est plutôt très bien passé. Et donc c'était sur les débuts de l'association. L'association avait 2 ans, donc elle n'était encore pas structurée comme elle l'est actuellement. Et elle avait déjà eu un de ses participants qui était parti en séjour avec l'association. Et j'avais déjà rencontré ce participant qui est devenu aussi un ami maintenant. Et donc en fin de rééducation, elle m'en a parlé. Elle m'a dit bah voilà, je connais cette association qui sort un peu des clous par rapport aux autres associations qui sont un petit peu plus formelles et où le suivi va être fait pour le milieu professionnel, pour le milieu associatif. Enfin voilà. Et il n'y avait pas trop d'associations qui justement faisaient un peu un panel de tout ça et proposaient un accompagnement global et personnalisé.
Donc, elle Parce que m'a quand pas. tu dis, excuse-moi Martin, quand tu dis choses un peu plus formelles, c'est quoi? C'est des choses un peu plus administratives? C'était moins concrètes? C'est... Tu vas être aidé pour aller faire ton dossier MDPH par une assistante sociale, mais bon, elle va t'aider pour ton dossier MDPH. Tu vas aller voir une association pour le milieu professionnel, elle va t'aider sur le milieu professionnel. Tu vas aller chercher une Ok. association pour le logement, elle va te trouver pour le logement. Enfin, voilà, il y a des choses qui existent, mais c'est toujours un peu compliqué de faire le lien avec toutes et d'avoir un suivi surtout général, parce que bah, en fait, souvent c'est tout lié. Si tu trouves un boulot à 40 km de ton logement, bon, bah, en fait, c'est pas très pratique. Donc voilà, c'est un peu Ouais. l'avantage de l'association, c'est que maintenant, les travailleuses, elles connaissent l'adhérent sur l'ensemble de ses besoins et donc du coup peuvent répondre correctement à ses besoins. Euh, donc moi, j'étais un peu dans le cas de Michael où j'ai eu la chance d'avoir des amis et Ouais, tu as eu un bon entourage. un entourage assez merveilleux là-dessus qui m'a donné énormément de force et qui m'a permis de faire de très belles choses, hein. La semaine après ma sortie d'hospitalisation, je faisais du jet ski avec des potes. Enfin voilà, Oui. j'ai repris le ski avec l'association et Euh, je me suis tout de suite. Alors, c'était quoi alors, je suis peut-être un peu novice comme handicap? T'étais handicapé du coup au niveau au niveau Bon, des. je suis paraplégique. Donc, j'ai les vertèbres D6 et D7 qui ont éclaté. Et donc, ça me D'accord. fait paraplégie complet, donc membre inférieur qui ne fonctionne plus. Ok. Donc, je suis en fauteuil roulant toute l'année. J'ai pas de jour de repos. Et du coup, voilà. J'ai pu reprendre, on va dire, de moi-même certaines activités qui me tenaient à cœur. Et ensuite, avec l'aide de l'association, donc je suis parti en séjour. Je suis sorti de l'hôpital en juin et je suis parti en séjour en décembre, donc 6 mois après ma sortie d'hôpital. Ok. Et j'ai pu redécouvrir, moi un peu enfant de la montagne, redécouvrir les joies du ski, les joies de faire de la motoneige, les joies de faire de la plongée sous glace, du saut à élastique ou des choses comme ça. Et bah, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses déjà, te dire bah déjà en fait bah, je peux faire des trucs, donc c'est cool. Je peux faire des trucs cool en plus, enfin, je vais pas être obligé de. Tu avais des croyances justement parce que tu parles donc tu as eu ton hospitalisation, bon, tu as eu de la chance, tu es tombé sur une kiné qui t'a fait une superbe rééducation et qui surtout t'a parlé de cette association. Mais toi, en termes de croyances, parce que tu parlais de jet ski, tu étais dans un mode j'envisage de pouvoir faire des choses ou tu étais mince, je veux plus pouvoir faire ci, faire ça, etc. Et qu'on t'a fait. J'ai pas eu le temps de me construire un peu ces croyances, de me dire je vais rester toute ma vie dans un fauteuil et je vais rien faire de ma vie. Parce que déjà, je pense mon âge m'aidait. Enfin, j'avais 20 ans, donc je me suis dit de toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, faut que je fasse des choses. Je vais pas rester le reste de ma vie dans mon canapé. Et, euh, et parce que ouais, j'étais un peu ce côté-là aussi de me dire bah allez, on va découvrir des choses et puis on va essayer. Enfin, bon, je suis conscient que demain aller faire le Mont Blanc, bon bah c'est pas facile tout de suite. Enfin, c'est pas l'accessibilité du Mont Blanc, elle est encore pas top, tu vois. Mais par contre, certaines activités, bah en fait avec un petit peu d'accessibilité, d'aide, et ben on va essayer. Donc bah je suis allé essayer de faire du jet ski. Bon bah comment je monte dessus, comment je me sens, comment je Hmm. m'attache, comment j'essaye. Bon bah je tombe une fois, je tombe deux fois, puis vas-y on recommence. Alors en gardant quand même en gardant d'un œil un peu de se dire j'ai pas envie de m'abîmer une deuxième fois, j'ai pas envie de faire trop le con non plus Hmm. pour me faire mal une deuxième fois. Mais voilà, c'est de se dire voilà, qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour justement aller kiffer sur des activités qu'on peut faire et qu'on aime, quoi. Ok, donc finalement, l'association, pour toi, c'était vraiment une espèce de propulsion, de continuité dans cet état d'esprit que tu avais de, ok, on va continuer à persévérer, à voir ce que je peux continuer de faire et puis bah, faire vivre finalement. Même si c'était Ok. sur les débuts de l'association, quand j'ai connu l'association, ils avaient déjà une expérience. Ça faisait 2 ans qu'ils faisaient des séjours, donc ils avaient déjà fait une dizaine de séjours. Et donc, ils avaient déjà eu des prestataires qui faisaient du quad, de la motoneige, du buggy, des choses comme ça. Euh, Bah voilà, enfin moi faire de la plongée sous glace, bon, je t'avoue que même valide, j'y avais jamais pensé. Ouais, Et j'avoue. je suis arrivé à Tignes, on m'a dit bah tiens, enfile ça, puis tu vas aller plonger sous la glace. Bon bah Allez. bien. Là, voilà, ça t'ouvre le champ des possibles. Tu te dis bah oui, bah, en fait, si je peux faire de la plongée sous glace, pourquoi je peux pas aller faire du planeur et pourquoi je pourrais pas aller faire de l'hélicoptère ou sauter en Hmm. parachute. Ouais. Donc voilà, ça t'ouvre vraiment
une ouverture et de se dire, voilà, j'y vais pas tout seul, parce que c'est vrai que tout seul, on peut avoir... moi, j'ai jamais mal vécu le regard des autres, mais certaines personnes peuvent se dire, non, mais je vais aller faire du jet ski et puis je vais être regardé par les autres parce que bah, je vais m'installer, puis je vais devoir me sangler, je vais devoir machin. Il y a des gens qui le vivent très mal. Donc, y aller par le biais de l'association aussi, ça te permet d'avoir un premier regard, de voir que dans les prestats, en général, il y a beaucoup de gens bienveillants et qui sont prêts à faire des efforts qui n'en sont pas réellement, parce qu'en fait, eux aussi, ils sont contents de le faire. Et de se dire, bah oui, bah en fait, moi, m'installer maintenant quand je fais de la motoneige, il me faut pas plus de temps qu'une personne lambda, quoi. Et puis, bah, quand tu fais du kart ou quoi que ce soit, bah, en fait, quand tu roules en kart et que tu mets la piquette à un mec, il te dit, ah putain, mais en fait, t'es en fauteuil. Bah ouais, en fait, mais ça change rien, en fait. Ouais, excellent. Ouais. Je pense que ce qui est très important de ce que dit Martin là, c'est ce côté expérimental et ce côté où en fait, il n'y a pas forcément, nous, on se veut en tout cas ressource de la blessure médulaire traumatique. Il y a peu d'espaces aussi spécialisés et il n'y en a pas en fait au niveau de la paraplégie et de la tétraplégie qui existent à ce point. Et l'idée, c'est justement de ça, de se dire, on essaye, on expérimente, et dans l'accompagnement social, et c'est ce qu'on propose tout le temps et ce qu'on dit aux personnes, il n'y a pas d'objectif final. L'idée, c'est pas d'être, des fois, on peut dire ce mot, super para ou super tétra. L'idée, c'est vraiment de se donner cette année, juste après l'accident, de rebond et d'expérimenter, de tester, de voir si la mobilité, on peut aller pousser un peu plus le curseur, si on peut aller dans la rue, aller tester des choses dans des chemins plus escarpés, si on peut tester des activités, peut-être plus de sport au début, de kayak, de basket, et puis pousser le vice de voilà, est-ce qu'on peut faire de la plongée sous glace ou du parapente et je pense que c'est aussi ça la force de Comme les autres. Et c'est de proposer, de mettre à disposition plein d'outils à tous les niveaux. On a beaucoup de cursus aussi qui sont liés à des items de réinsertion pro, de mobilité, de santé, de psychologie. Et en fait, l'idée, c'est de regrouper toutes ces personnes qui pourraient avoir le même besoin et de leur proposer d'essayer, de se dire, on se questionne là-dessus, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut laisser émerger comme trace pour laisser une trace pour la suite et voilà, et tout ça à leur rythme. Et surtout, et ça, je trouve ça chouette de le dire, dans un cadre qui est quand même très déconstruit, pas institutionnalisé dans le sens où on n'a pas de locaux. On a des locaux, mais c'est des bureaux. Nous, on se déplace, on va au domicile des personnes, où on se retrouve des fois dans les cafés, ou alors sinon tous les mois on fait des apéros, où on boit des verres, on boit des bières, et puis on tutoie. Nous, on tutoie les personnes qu'on accompagne, et nous tutoie aussi. Donc on est sur une relation aussi qui est très très latérale et quelque chose de très réhumanisant. Et ça, finalement, je pense que c'est quelque chose qui leur fait énormément de bien. Ce côté où je peux entendre en sortie de centre, je veux pas intégrer une association d'handicapés. Voilà, là, mon identité, c'est d'être handicapée. Je vais tranquillement déjà parvenir à accepter ça, comme tu disais, cette image et cette identité-là. Mais en plus, si on me met dans cette case-là, dans une association handicapée, c'est encore plus terrible. Et nous, c'est ça, c'est de tout déjouer en se disant non. L'idée, c'est qu'on va t'aider dans ton handicap. Mais il y a des personnes valides qui sont sensibilisées, il y a des personnes qui ont eu leur accident il y a plus longtemps. Il y a nous en tant que professionnels, mais t'es une personne aussi. Et voilà, on rejoue avec toutes ces choses-là qui ont été quand même dans l'accompagnement social très marquées et qui brisent pour moi et qui met à distance quelque chose de très fort. Ouais, ce qu'on comprend, c'est que vous mettez vraiment un niveau. Il n'y a pas de l'un au-dessus de l'autre, et c'est vraiment, on cherche à, voilà, c'est comme le nom de l'association finalement, comme les autres. Il y a pas de raison parce que tu as eu cet accident ou quoi que ce soit que tu sois à un autre niveau. C'est vraiment, on est au même niveau, et ce côté informel joue beaucoup, quoi, finalement. En fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que quand on vient d'avoir un accident de la route ou un accident, enfin voilà, et qu'on
que le handicap arrive, on passe souvent entre 6 mois, 1 an et demi en centre de rééducation. OK. Où là, justement, on va nous apprendre à vivre en centre de rééducation. Donc, on va t'apprendre que la vie adaptée, bah voilà, il faut une petite rampe pour aller à la boucherie, il faut un petit escalator pour monter 2 marches, il te faut une planche de transfert pour faire ci, il te faut des sondes pour faire ci. Enfin voilà, il te faut vivre dans un monde en centre de rééducation qui est un petit peu aseptisé, où tout va bien, où t'es un peu chouchouté par toutes les infirmières, par les aides-soignantes, par les médecins, où tu es vraiment au centre de l'attention. Et bah, il se passe un peu un fossé entre ce qui se passe en centre de rééducation et la vie réelle, même si l'accessibilité évolue un petit peu sur certains points, on n'est encore pas un monde full access. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment un fossé qui est réel entre le monde de centre de rééducation et la vraie vie. Et on est aussi là pour pallier à ça en disant, bah, les gars, ce que vous avez appris, c'est bien, parce qu'on est loin de dire que ce qui est en centre de rééducation n'est pas bien, hein, il faut passer aussi un petit peu par là. Mais on va essayer de leur apprendre la vraie vie et de se dire, bah, en fait, tu vas pas pouvoir avoir ta planche de transfert H24 avec toi si tu veux continuer à vivre un petit peu correctement. Dans certains cas, hein, il y a des handicaps où il n'y a pas le choix, enfin voilà, c'est comme ça. Mais voilà, on essaye un peu de sortir de ça aussi, de se dire, l'accessibilité, c'est bien, l'adaptabilité, c'est peut-être mieux aussi, et d'ouvrir aux gens en fauteuil, enfin, qui sont confrontés à un handicap, de se dire, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place, justement, de moi-même pour me dire, bah, en fait, oui, là, il y a peut-être une marche, mais je peux peut-être faire comme ça. Je vais apprendre à la passer, peut-être avec de l'aide de quelqu'un. Chose qui, en centre de rééducation, on va dire, bah, s'il y a une marche, tu mets une rampe. Ouais, mais je peux pas toujours mettre une rampe, Ouais. parce qu'elle n'existe pas. Donc voilà, Ouais. nous, on va essayer de construire aussi ça, de se dire, bah, construire ou déconstruire, enfin, je sais pas dans quel sens, mais de se dire, voilà, en fait, la vie, elle est pas toute rose. C'est bien beau, les grands projets, les grandes choses, mais c'est pas la réalité encore. Dans 20 ans ou dans 30 ans, peut-être. Actuellement, ça l'est pas. Donc, bah, il faut apprendre un peu la débrouille. Et nous, c'est aussi ce qu'on met en avant sur nos séjours, c'est de se dire, on va pas tout le temps dans des hôtels ou dans des campings full access. Bah, il y a des fois, c'est pas forcément très accessible, dans le minimum, dans le minimum. Oui. Mais voilà, on essaye quand même aussi de montrer que, bah, en fait, avec un petit peu d'aide, bah, on y arrive. Et c'est surtout qu'aussi, les séjours, je sais pas si on l'a expliqué, mais en fait, ils se font en mixité handi-valide. On part sur les séjours, donc une mixité handi-valide. Et donc, pour les handis, c'est un peu ouvrir le champ des possibles et justement se dire, bah voilà, je suis capable. Pour les valides, c'est un petit peu changer le regard sur le monde du handicap. Et l'ensemble des deux fait qu'en fait, on se rend compte que tout le monde a un handicap selon la situation. Enfin, une personne qui fait 1m95 pour rentrer dans une combinaison de plongée sous glace, bah, en fait, c'est compliqué. La personne qui a le vertige pour sauter à l'élastique, bah, en fait, c'est compliqué. Ouais. Et donc, selon la situation, le handicap, il est là. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye de mettre aussi un petit peu en avant, de se dire, bah oui, moi, pour monter en haut du Mont Blanc, je suis handicapé. Par contre, pour bosser au quotidien dans ma société, ça dérange personne que je sois en fauteuil et je fais exactement le même boulot que les autres et là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi montrer, voilà, faire un peu un parallèle là-dessus et de se dire, bah, en fait, il n'y a pas de. Les limites qui existent, en fait, c'est souvent, bah, comme on dit, hein, c'est toi qui te les fixes et c'est de dire, bah, en fait, il y a plein de choses de possibles. Il suffit un peu, bah, c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'envie et de besoin. Donc, l'association, elle est aussi là pour ça, pour se mettre le petit coup de pied derrière et de se dire, bah, allez, t'es capable. Voilà, il y en a 50 qui sont passés avant toi qui ont été capables. Donc bah, Il y a vas-y, pas de raison que toi aussi tu il y a y pas arrives pas. tu n'y arrives pas. Et puis, si tu as besoin un peu plus d'aide que les autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, et ben, on va y aller et on va t'amener les outils justement pour aller chercher ces objectifs, quoi. Mmh. Ouais, c'est super intéressant, ouais, ce côté ouverture d'esprit. Et ce que je savais pas, c'est que dans les centres de rééducation, donc on passe quand même un certain temps, mais que c'est quand même une espèce de bulle où finalement on nous confronte pas forcément à la vraie réalité des choses, parce que finalement, bah voilà, on t'apprend tout un tas de techniques, voilà à quoi il faut que tu fasses attention, etc., etc. Mais et à partir du moment où la personne elle sort de ce centre de rééducation, bah là elle se retrouve face à on va dire un monde nouveau où euh, bah, elle se rend compte que bah, il y a plein de choses qui sont différentes. Et peut-être ça doit beaucoup jouer sur son moral, ou peut-être sur son quotidien. Bah, Est-ce que c'était le cas pour toi? Bah, tu as rencontré, toi c'est un peu particulier parce que tu as rencontré cette assos assez tôt finalement, même le kiné, elle t'en a parlé, mais est-ce que tu as eu quand même eu
cette sensation de... En fait, ce qui est un peu compliqué avec le centre de rééducation, alors, on essaye d'y travailler aussi, hein, parce que moi je suis aussi bénévole dans le centre de rééducation justement pour faire des liens avec des anciens patients et mettre en place une relation justement un petit peu ancien patient pour justement dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le parcours de reconstruction, qu'est-ce qu'on peut faire. J'interviens dans le centre de rééducation lyonnais justement pour aller faire des interventions sur des personnes qui viennent d'avoir un accident. Donc, c'est sûr que le discours que j'ai maintenant, je peux pas forcément le donner à quelqu'un qui vient d'avoir un accident il y a une semaine. Bien Enfin, sûr, bien sûr. voilà, parce qu'il faut le temps d'accepter. Il y a des gens qui acceptent au bout de 2 semaines, il y a des gens qui acceptent au bout de 6 mois, il y a des gens qui accepteront jamais. Donc ça, mais ça, c'est propre à chacun. Et ce que je voulais rebondir là-dessus sur ce que tu disais, en fait, le centre de rééducation, on est vraiment aussi bien au centre de l'attention des gens qui travaillent au centre de rééducation, donc les infirmiers, les aides-soignantes, mais aussi du cercle amical et du cercle de famille. Les gens en centre de rééducation se déplacent pour venir nous voir. On est, voilà, l'attraction, c'est moche de dire ça, mais voilà, on est au centre de tout. Quand on retourne dans la vie active, on va dire, quand on sort du centre de rééducation, on est livré à nous-mêmes, les gens reprennent leur vie, tes potes, ils retournent au boulot, tes potes, voilà. Donc, t'es aussi, t'as perdu ton lien social parce que mine de rien, centre de rééducation, moi c'est comme ça qu'on les appelle, mais t'as des potes de galère. Enfin, t'as des mecs qui sont dans la même situation que toi. Tu passes 90% de ton temps avec eux parce que tu te retrouves au foyer, tu joues au baby avec eux, tu fais des avec eux. Donc t'as un lien social qui sont pas forcément tes potes à la base, qui deviennent tes potes de galère. On est tous dans le même bateau, donc tu peux parler de sujets un peu ouvertement. Quand tu retournes dans la vraie vie, on va dire, avec ta famille, avec tes amis, tu te sens pas forcément écouté, tu te sens pas forcément à ta place parce que justement, personne n'est dans le même cas. Enfin, tu retournes et tes amis sont pas forcément sensibilisés encore au handicap parce que tu viens d'avoir un accident, tu viens d'avoir une chose. Donc, tu as aussi un peu de tout ça à gérer. Et quand tu as passé 9 mois, 10 mois, 1 an et demi en centre de rééducation, tu as aussi certaines personnes qui se sont coupées un peu du lien social parce que tu peux avoir un accident à l'autre bout de la France et être hospitalisé à l'autre bout de la France. Et du coup, tes amis, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu essoufflé, ces choses comme ça. Donc, l'association, elle est aussi là pour recréer ce lien social et de dire, vas-y, on va faire des trucs et puis tu vas voir que ça va créer des liens parce que quand tu auras sauté en parachute avec un mec, en fait, ça va devenir un pote parce que tu auras partagé quelque chose de fort. Et c'est aussi pour ça que l'association s'est développée sur le territoire national pour justement qu'on ait des antennes plus locales pour que justement le lien puisse se recréer plus facilement autour de l'association et justement de créer un vrai groupe, quoi. Mais c'est une des premières missions de l'association, de rompre l'isolement social. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes, quand elles sont au centre de rééducation, elles sont dans cet espace. Mais si on les identifie pas et on ne peut pas présenter l'association juste avant leur sortie, en tout cas donc pendant ce laps de temps où ils sont encore en centre de rééducation, c'est des personnes qui vont rester au domicile, qui vont s'isoler, qui n'auront pas de billes, qui seront peut-être seules, qui auront peut-être, à minima, aller 1 ou 2 séances de kiné par semaine. Et voilà. Et après, comment recréer le lien avec ces personnes et qu'elles se remettent en mouvement, ça, c'est hyper compliqué. Et puis, Ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'ils sortent du centre de rééducation, si on ne leur a pas parlé de l'association, après, elles sont lâchées dans la nature. Il n'y a aucun moyen entre guillemets, d'avoir une prise sur eux, sur ces personnes-là pour les faire venir et pour les aider. C'est ça. Et puis, on sait que dans ces moments-là, quand on est isolé, et puis quand même, on parle quand même de personnes qui ont vécu un événement traumatique. Donc, beaucoup sont quand même vraiment en situation de dépression. C'est au niveau psychique. Il y a quand même aussi moralement des bouleversements énormes. Donc, leur demander d'initier ce mouvement une fois en retour à domicile, alors que la passivité aussi commence à s'installer, et puis le découragement, on sait très bien qu'elles vont moins nous rappeler, et que là, ça va être très, très compliqué pour nous de rebondir justement et de leur proposer cet accompagnement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les centres et que nous aussi, on a très étroitement des orientations avec les centres de rééducation, et on vient créer la relation en amont dans le centre de rééducation pour que la relation de confiance soit déjà établie, et ensuite à la sortie on peut travailler d'autres choses.
Enfin, OK, donc il y a vrai enjeu de contact au moment dans le centre de rééducation et aujourd'hui Heu, donc vous travaillez avec la plupart des centres alors je sais pas, c'est peut-être une question naïve, je sais pas combien de centres de rééducation, s'il y en a autant qu'il y ait de villes, mais en tout cas, est-ce que, votre objectif, c'est d'être en contact avec tous les centres de rééducation, et essayer de prendre toutes ces enfin de prendre, de donner le contact et cette envie aux personnes qui ont un accident de venir? complètement. C'est une énorme partie de notre travail. On a 7 antennes, dans 7, régions différentes, aujourd'hui. Et dans chaque région, on a un responsable d'antenne et des travailleurs sociaux et on se déplace, dans tous les centres de rééducation. Donc par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est en lien avec, le centre de rééducation qui accompagne le plus de blessés médulaires à Grenoble, à Valence, Saint-Étienne, Lyon, un peu en Haute-Savoie. Il y a des gros centres de rééducation qui sont vraiment spécialisés, dans la blessure médulaire et du coup avec qui on est principalement dans toutes les régions, déjà en lien. Puis il y a d'autres petits centres de rééducation pour lesquels, voilà, ils vont accueillir que quelques, blessés médulaires et là, voilà, c'est vraiment un travail d'affinage, de s'identifier à eux, qu'ils nous identifier et qu'eux aussi, ils aient ce mécanisme de nous appeler dès qu'une personne peut être dans le profil. Ça, c'est Pour, un énorme travail. pour les centres de rééducation, la première chose qui a été un petit peu à faire, c'est de créer déjà la confiance au centre de rééducation, enfin de dire, Mmh. Oui. bah, dans le sens où eux, ça fait des années qu'on leur apprend qu'il faut que les gens, bah, justement, ils vont vivre dans un milieu adapté, choses comme ça. Et quand on vient présenter l'association en leur disant, bah, nous, tout ce que vous faites, c'est bien, s'il faut, mais nous, on va travailler un petit peu différemment. On va leur apprendre qu'en fait, ouvrir le champ des possibles, c'est le but. Et puis de se dire, bah, voilà, on va peut-être les faire certains, toujours dans le respect du médical. Enfin, je veux dire, on prend jamais aucun risque s'il y a une contre-indication médicale ou c'est toujours, Mmh. on est ultra vigilant là-dessus. Et sur chaque séjour ou activité, il y a un certificat médical ou chose comme ça. Enfin, on n'est pas des inconscients non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est de se dire, bah, en fait, oui, on va peut-être faire sauter à l'élastique un mec qui est paraplégique. Mais bah, forcément, quand tu vas dire ça à un centre de rééducation, il faut Oui. déjà arriver un peu avec des arguments et et voilà, leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance. Souvent, ça marche très vite parce qu'on arrive à tomber sur des personnes qui sont conscients de ça. Mmh. Et du coup, voilà, on arrive à créer. Et la première confiance à créer, c'est aussi avec le centre pour justement, eux, derrière, puissent se dire, bah, au moins, quand le mec va sortir, on Mmh. peut les envoyer à cette association. C'est vraiment solide. Et il y a des gens qui y Ouais. travaillent. Et c'est pas juste du fun et du délire. Il y a vraiment un Mmh. suivi et il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Il y a vraiment notre légitimité, comme tu dis, Martin, qui est en jeu et qu'il faut quand même qu'on défende souvent. Mais moi, ce que j'entends quand même de plus en plus avec nos interlocuteurs de centre, des médecins ou des kinés, des APA, on a plusieurs interlocuteurs pluridisciplinaires, c'est qu'ils sont aussi assez rassurés de voir que tout le travail que eux ils mettent en œuvre au niveau de tout ce qui va être veille médicale, assistance sociale, donc logement, des fois aussi il y a des plans de remise et de remobilisation professionnelle qui peuvent être un tout petit peu initiés. On peut aussi arriver et les rassurer en leur disant on prolonge votre travail. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. voilà. Et ça se passe quand même de plus en plus. Ouais. Et puis il y a le temps aussi qui joue en votre faveur, c'est-à-dire que maintenant ça fait, ouais, plus de 10 ans que la sauce ça existe si je me trompe pas et bah, voilà, il y a d'autres personnes, d'autres centres qui ont fait confiance, pourquoi pas vous? Heu, est-ce qu'aujourd'hui ça vous est arrivé qu'il y a des centres qui veulent pas vous suivre ou en tout cas c'est quelque chose maintenant qui se fait relativement bien? Alors pas qu'ils veulent pas nous suivre, mais ouais, qui peuvent avoir beaucoup de méfiance. On a vraiment un travail, énorme pour les rassurer, Ah ouais. en effet, comme dit Martin, on va pas proposer à quelqu'un de sauter en parapente ou juste parce que c'est fun. C'est que derrière, il y a vraiment des objectifs. C'est qu'on sait qu'à tel moment, dans l'accompagnement, on va lui proposer le parapente. Heu, des fois, il y a des personnes qui sortent tout juste de centre de rééducation et on se dit: «C'est tout de suite, c'est maintenant, il faut que très rapidement, il y a aucune projection possible». On le voit dans son état. Heu, là, c'est pour nous, c'est primordial, que le séjour puisse intervenir maintenant. À d'autres moments, d'autres personnes vont dire: «Oh là là, moi je suis pas du tout, là-dedans, au contraire, j'ai besoin de poser mon rythme, de mettre en place, tous mes suivis», parce qu'on n'en a pas discuté, mais il y a le handicap physique,
du fauteuil, mais il y a aussi le handicap invisible qui est lié à l'urologie, à la sexologie, à la spasticité, à des escarres. Donc c'est quand même aussi très complexe. Et là, on va prioriser et voir ensuite quand est-ce que le séjour peut intervenir de manière le plus appropriée possible. Et ça, c'est des parcours qu'on ficelle, c'est-à-dire que c'est hyper individualisé et on a cette chance-là. Ouais. Ouais, j'allais te poser la question sur cette histoire de parcours, de cursus. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des parcours et des cursus. Vous cherchez absolument, en tout cas, la première grosse étape pour vous, ce serait que la personne fasse un séjour. En tout cas, ce serait la première étape des parcours, des cursus que vous proposez, et ensuite vous continuez avec. C'était un Pas peu le forcément. cas, c'était un petit peu le cas. L'association s'était un peu créée comme ça en disant, bah, la première entrée dans l'association, c'est ça. Et à la suite de ça, on te fait le suivi social et puis voilà, enfin, on t'aide sur les points dont tu as besoin. Lola, tu rebondiras là-dessus, Oui, si tu oui. pourras en parler mieux. Mais elle a évolué un petit peu parce qu'il y a aussi une relation de confiance à créer avec le participant aussi en disant, quand ça fait une semaine que tu connais quelqu'un qui te dit tu vas partir en séjour, bah non, ça matche pas très bien. Et que, en fait, comme disait Lola il y a 2 minutes, le séjour, faut qu'il vienne au bon moment. Si tu le fais trop tôt, le mec, il va se dire, bah non, mais en fait, vous êtes des malades, et puis il va se renfermer encore plus, et puis il va rester chez lui. Et inversement, si tu le Ah fais oui. trop tard, bah, il a déjà pris ses habitudes de rester chez lui, donc pour le faire sortir de chez lui, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est un peu indépendant de chaque, et vu que c'est personnalisé, il y a aucun cursus ou, comme tu disais tout à l'heure, aucun truc qui est écrit. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, l'association, elle m'a pas plus aidé que ça sur le truc professionnel parce que bah, j'avais déjà un patron qui m'a employé, qui m'avait déjà dit bah, quand tu veux rebosser, tu viens me toquer à ma porte et puis on bossera ensemble, on fera quelque chose. Donc voilà, j'ai pas eu forcément besoin d'aide sur certaines choses, j'en ai eu besoin d'aide sur d'autres. Et quelqu'un d'autre, professionnellement, il a peut-être besoin que professionnellement, bah, on va l'aider que professionnellement. Et puis voilà, il n'y a rien qui est écrit et il n'y a pas des étapes à valider en disant bah, tu vas faire ça, et puis après tu auras le droit à ça, et puis après tu auras le droit à ça. Ok. C'est vraiment à- au feeling. Et puis quand il y a besoin de. Enfin, les, les- les travailleurs font le boulot pour justement dire bah, lui, il a besoin de ça, ça, ça. Et ben on va l'aider là-dessus. Ça sert à rien de lui casser la tête sur autre chose et s'il Ok. n'a pas réellement besoin, quoi. Ah oui, donc c'est vraiment personnalisé. Vous initiez un premier contact donc personnel avec là où les personnes qui sont dans ce centre, et ensuite voilà, en fonction vous avisez, vous voyez ce que vous pouvez faire ensemble. Mais la chose qui me vient en tête, c'est que ça doit représenter un travail incroyable, enfin monstre, enfin énorme, j'imagine, parce que alors je sais pas combien vous êtes aujourd'hui, combien de personnes handicapées vous suivez. Peut-être que si tu as les chiffres, ça serait intéressant de le dire, mais j'imagine que en termes de scalabilité, enfin de mise à l'échelle, enfin, ça représente quand même quelque chose d'assez important de pouvoir gérer, surtout, je sais pas pour combien de temps, tu parlais tout à l'heure d'1 an et demi, mais pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là, enfin, comment ça se passe et comment vous gérez tout ça? Alors, on a une méthodologie qui est quand même de plus en plus installée, sécurisante et oui, qui est stable. Pour te donner un peu des chiffres, on accompagne environ 50 personnes à l'année par région, à raison de 25 personnes par travailleur social. Et du coup, on est donc voilà, donc sur cette région. Dans l'équipe, en tout comme les autres salariés, on est un peu moins d'une trentaine. Et concernant, oui, la méthodologie, c'est certain que c'est énormément de discussions et de dynamiques et en fait, on se met toujours conjointement d'accord avec la personne. Nous, on a des outils, c'est-à-dire qu'on a des outils, donc le séjour, la sensation forte, des cursus. Les cursus, c'est des groupes en fait, des processus en groupalité sur un item. Donc c'est-à-dire qu'on a des cursus mobilité. Si on se rend compte qu'il y a 6 personnes sur notre région qui en ce moment ont du mal à manier leur fauteuil, ont du mal à assumer aussi le regard, à se déplacer dans l'espace public, à changer leur roue, à connaître aussi le matériel de mobilité qui existe annexe au fauteuil. Donc on va faire des ateliers de mobilité.
pareil, si on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin professionnellement d'être en fait remobilisées, de se re-questionner sur voilà, moi mon poste, comme disait Martin, il n'est pas adaptable, je pourrais pas réexercer le même poste qu'avant mon accident. Finalement, j'ai peut-être envie de me reformer. Finalement, j'ai envie de l'adapter. Donc voilà, toutes ces questions-là, on travaille avec des psychologues du travail, avec des coachs professionnels qui sont aussi bénévoles. Et on crée des cursus qui vont permettre une remobilisation pour se remettre en mouvement, se repenser. L'idée, c'est pas tout le temps d'aller à l'action, mais c'est aussi de proposer ces espaces-là pour pouvoir se repenser, pour pouvoir se dire qu'est-ce qui est possible, parce que nous, on se doit aussi de vulgariser l'information. Quand on devient handicapé, c'est un monde en fait. Il y a que ce soit sur les aides, sur le droit, sur le pro, il y a 10 000 choses qui existent. Il y a plein d'autres associations qui sont nos partenaires, vers lesquels on réoriente énormément les personnes. Et nous, on les connaît. Et ça, déjà, pour les personnes qu'on accompagne, c'est hyper sécurisant de voir qu'on connaît le secteur, le réseau. Et ce qui est aussi l'un des points de l'association où je trouve on arrive à être très bon là-dessus, c'est justement le pair accompagnement. Et de dire, en fait, quand tu es en centre de rééducation, tu rencontres que des mecs qui sont dans la même galère que toi. Donc, qui viennent d'avoir un accident. Au milieu, tu vas avoir un vieux briscard parce qu'il a été réhospitalisé ou un truc comme ça. Et si tu n'as pas la chance de tomber sur un vieux briscard, en fait, tout le monde est dans la découverte. Donc tu vas découvrir ensemble, donc c'est bien, c'est intéressant parce que tu vas avoir des points de vue un petit peu différents, des choses comme ça, des tempéraments différents, mais tu vas souvent être confronté au même problème. Et parce que voilà, ça fait 10 ans que je le suis, ça fait 10 ans que je suis en fauteuil, 8 ans que je suis avec l'asso, 6-8 ans que je suis avec l'asso. En fait, les mecs que je suis maintenant avec l'asso, ils ont les mêmes problèmes que moi j'avais il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, et si certains problèmes, tu leur expliques, tu dis, ça, en fait, moi, j'ai fait ça pour le solutionner, sans dire que j'ai la science infuse et que j'ai tout vu et tout fait. Hein. Mais voilà, le pair accompagnement, c'est ça, c'est partager, échanger, de se dire, moi, dans ce cas-là, j'avais fait ça, je connais une personne qui a fait ça. Regarde, si toi, ça correspond un peu à tes attentes, tes besoins. Voilà, l'apprentissage par le biais de quelqu'un qui a déjà de l'expérience. C'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est le rôle du référent handicap. Donc, par exemple, moi, je m'occupe sur Lyon du cursus mobilité. Donc, apprendre à monter les marches d'escalier, à descendre les marches d'escalier, à faire des relevés de sol, à faire changer les roues d'un fauteuil parce que tu as des gens qui savent pas changer une roue de fauteuil parce que si on t'a jamais appris, tu sais pas forcément faire. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui, il faut que quelqu'un te l'apprenne. Et si ça peut venir de quelqu'un qui est dans la situation, en fait, il te donnera normalement les conseils qui sont plutôt utiles et les petits tips qui vont bien pour justement avancer plus vite, éviter de te blesser, éviter de faire des erreurs que d'autres ont faites, quoi. Ouais, c'est une espèce de coaching de mentor. Voilà, tu es un mentor un peu pour les, on va dire entre guillemets, les novices. Enfin, ceux qui... Mentor, j'aime pas trop ce mot, mais c'est plutôt parce qu'en fait, moi aussi, j'apprends tous les jours. Parce qu'en fait, c'est plus dans l'échange, c'est de se dire, on va se mettre autour d'une table et on va discuter. Et je suis là en tant qu'intervenant parce que voilà, par l'asso, j'ai fait ce bout de chemin avec eux. Mais je suis pas là en disant tout ce que vous faites c'est nul et il faut faire comme je fais. C'est vraiment de l'échange. Et puis moi, il y a des fois certaines choses que je vois sur des séjours ou sur des activités où je me dis putain mais je suis con en fait. Pourquoi j'avais pas pensé à ça moi Parce que voilà, c'est vraiment un échange au quotidien de se dire c'est un échange. Voilà, on peut tous apprendre des autres et c'est plus facile d'échanger. Donc l'association, c'est aussi pour ça qu'il y a les apéros, les retrouvailles entre nous. C'est vraiment échanger au quotidien sur tout, sur toute voilà, aussi bien avec des valides, des handis, parce que on a des valides qui sont très impliqués, qui moi je fais de la couture, donc en fait ton jean qui est trop grand parce qu'en fait je peux te le modifier, je peux te le truc. Donc voilà, c'est vraiment un échange global et sur tous les points de vue et sur tous les situations, quoi. En fait, on a une énorme communauté valides ou qui ont eu leur accident il y a un certain nombre d'années ou qui sont accompagnés, donc nouvellement accidentés. Et nous, ce qu'on tend à faire vraiment et ce qui fonctionne bien, c'est de prendre toutes ces ressources, de voir où est-ce qu'elles pourraient se compléter, servir, etc. Et le pair accompagnement dont parle Martin, donc des personnes qui ont eu leur accident depuis un certain nombre d'années et voilà, qui peuvent aussi aider et conseiller des nouvelles personnes accidentées. Ça, c'est un outil qui est primordial et qui marche énormément chez Comme les autres, parce que nous, même en tant que travailleurs sociaux et professionnels, on a toutes ces connaissances, ces réseaux, ces billes, ces formations. Donc voilà, on peut mettre tout ça en place.
mais on n'a pas non plus la connaissance de l'expérience et du vécu intrinsèque. Bien sûr. Et on s'appuie énormément sur des Martins. Ils s'appellent pas tous Martin, mais sur Martin 1, Martin 2. parce qu'en fait, voilà, moi, je vais pouvoir appeler Martin et dire, j'ai une personne que j'accompagne qui a un problème, voilà, peut-être médical ou au niveau du fauteuil, et c'est une discussion que je pourrais pas avoir de la même manière que Martin pourra avoir avec lui. Et Martin verra des choses que moi, je verrai pas non plus. Donc on fonctionne quand même très étroitement, et ça, c'est Ouais. agréable en tant que professionnel, mais aussi pour les personnes accompagnées, je pense. Mmh. Ouais, vous cherchez à faire une émulation, enfin voilà, à centraliser les ressources et puis, finalement vous aider les uns les autres. Hem et toi, alors excuse-moi si j'ai pas je me souviens plus, combien il y a de référents par antenne, handicap, de personnes, référentes handicapées? Alors, Il y en a c'est pas défini, souvent les référents sont des personnes qui sont parties en séjour avec l'asso, donc qui d'accord. étaient bénéficiaires de l'asso, et on s'est rendu compte sur les séjours, bah, qu'il avait le tempérament pour, qu'il avait les connaissances pour, qu'il avait les épaules pour. Mmh. Sur les séjours, voilà, ça demande quand même un petit encadrement, de de pas faire n'importe quoi sur les activités. Enfin là, ça demande quand même une petite responsabilité. Je dis pas que c'est exceptionnel et qu'on fait des choses surhumaines, mais voilà, c'est vraiment donc sur les séjours, quand on rentre de séjour, on fait des débriefings de séjour en disant bah il y a telle personne, peut-être que dans 2 3 ans ou dans Ah 6 oui. mois, bah en processus de reconstruction, ça peut lui permettre aussi de prendre un peu des responsabilités, de se réintégrer et d'être investi dans quelque chose pour justement, ça peut être un premier pas dans la reconstruction et de se dire, bah, d'être bénévole dans l'asso en tant que référent, bah, ça peut te permettre d'envisager autre chose et de te dire, bah, je suis capable de faire ça, donc je suis capable aussi de faire. En fait, Ouais, tous les c'est génial. processus de reconstruction et de se dire, voilà, il y en a pour certains, ça va être un peu transitoire, de se dire, bah, je fais 4-5 séjours en tant que référent et puis après, bah, j'arrête, je passe à autre chose. Moi, j'en fais à peu près 2 par an de séjours en tant que référent. Ça me plaît toujours autant, donc bah, je continue et puis voilà, peut-être que dans 5 6 ans, j'arrêterai pour faire autre chose ou pour, voilà. Après, chaque référent, rentre aussi dans un processus de formation. Enfin, quand Mmh. on ne devient pas référent comme ça, en disant: «Bon, voilà, tu es référent et merci, au revoir». Il y a des Ouais. Non, mais il y a quand même, 2-3 Une notions à petite avoir. formation, ouais. Il y a Ouais. des formations en interne faites par des personnes, Mmh. spécialisées, des kinés, des médecins, des choses comme ça pour justement, voilà, connaître et être sensibilisé à certaines choses. Parce que moi, je connais le handicap, mais je connais pas tous les handicaps. Alors on n'a pas non plus un panel, d'handicaps différents dans l'association qui est énorme, mais voilà, il faut connaître certaines subtilités. Donc voilà, une formation est Mmh. obligatoire et nécessaire justement Mmh. pour être vigilant sur des points importants dans chaque situation. OK. Ouais, mais ce que je trouve, génial dans ce que tu dis, c'est que finalement, tout le monde a peut devenir référent handicap et aussi peut contribuer, par la suite, et rendre, quelque part l'appareil quoi, aux gens qui rejoignent, l'association. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu parlais, Lola, que vous étiez, je crois 25, personnes par, travail social et vous étiez limité à 50 par antenne, c'est ça? Alors, Heu, alors je me suis peut-être embrouillé dans les chiffres. chiffres, on Ouais. est une dizaine, de travailleurs sociaux, Ah et voilà, on ouais. accompagne, 25 personnes, à l'année. OK, voilà, c'est ça. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à pouvoir prendre tout le monde? Comment ça se passe? Exactement, on a une liste d'attente. Les accompagnements durent en moyenne 1 à 1 an et demi, mais des fois, ils vont durer moins longtemps, et on va se dire d'accord avec la personne que finalement en 5-6 mois, ben, ce qui devait se vivre chez Comme les Autres, s'est vécu, et l'accompagnement est plus nécessaire. Donc on va pouvoir intégrer dans notre file active, une personne sur une liste d'attente. Et oui, on a des listes d'attente. Alors ça dépend des régions, mais c'est vrai on arrive pour l'instant assez bien à maintenir les accompagnements, mais c'est vrai que sur certains territoires, voilà, on a des personnes qui sont en attente. Ouais. OK. Hem, j'ai une question par rapport à cette notion d'accompagnement. Donc là, pendant un an et demi, tu vas accompagner, quelqu'un, donc ça va être, proposer peut-être des activités, des séjours, des choses comme ça. Après,
la personne, elle peut à tout moment vous contacter, tout moment demander des conseils. Voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elle est plus dans l'accompagnement? Ça veut dire qu'elle peut plus participer aux événements ou c'est quoi la frontière entre être accompagné et être non accompagné finalement? À part peut-être faire des séjours ou faire des activités qui sont propres Oui, à oui, l'association. non, c'est une bonne question. C'est celle qui peut un peu angoisser aussi, Oui. certaines personnes parce que mine de rien, pendant un an, Ah oui. on arrive dans un moment assez charnier de leur vie, donc on est aussi très investis, que ce soit institutionnellement ou aussi, les relations, de RH, de travailleurs sociaux. Nous, on fait beaucoup de réorientation, c'est-à-dire qu'à la fin de l'accompagnement, soit tous les objectifs ont été mis en place et en effet, la personne peut même devenir référent handicap ou père accompagnateur, Mmh. ou alors finalement, elle se dit voilà que tout est ok. Et s'il reste encore des choses à faire et on estime que dans l'association ils peuvent pas être comblés, on va réorienter vers d'autres espaces. Mais dans tous les cas, la personne pourra rester chez Comme les autres dans des moments de convivialité. Parce que ce qui est aussi très important, c'est que les personnes ont des besoins, mais elles recherchent aussi du lien social. Et ce qu'on veut pas, c'est justement que s'il y a plus d'accompagnement, il y a Ouais, justement de l'isolement. Donc ouais, c'est ça, ouais. les Mmh. apéros, les moments où voilà, où on peut se retrouver, des choses, où nous on va faire des posts Facebook ou des posts vraiment qui sont dédiés à toute la communauté valide ou pas, on va leur proposer des activités sportives aussi, mais la sensation forte en elle-même, elle leur sera plus proposée parce D'accord. qu'elle est vraiment considérée comme un outil à 100% dédié aux personnes accompagnées. Mmh. OK. OK, très clair. Donc non, c'est parce que c'est vrai que je me posais la question après de la réintégration à la fin, parce que tu peux te sentir un peu triste, tu peux te sentir peut-être tu te dis: «Mais mince, je me retrouve dans la nature», mais j'imagine que vous faites en sorte de pouvoir lui donner tous les outils pour qu'elle puisse, cette personne, se réintégrer pleinement et en bonne et due forme, quoi. Ouais, Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la plupart du temps, et ça c'est chouette parce que du coup, on connaît bien nos communautés maintenant et plus il y a d'accompagnement et plus on connaît nos communautés et nos ressources et elles deviennent souvent, en tout cas, père accompagnateur. Et nous, on sait que voilà, Mmh. cette personne, par exemple, s'est réinsérée dans l'ébénisterie. Ah oui, génial. Personne, je sais pas, cette personne, par exemple, connaît a eu plusieurs opérations et elle les connaît très bien. Donc, on sait à peu près le parcours de chacun et on va pouvoir les rappeler et se dire, écoute, j'ai une nouvelle personne que j'accompagne qui a vécu à peu près la même chose que Mmh. toi. Est-ce que tu Ouais. pourrais leur en parler, etc. Donc, finalement, ils deviennent aussi ressources. Ouais, vous capitalisez les ressources. Ah Ouais. OK. Ouais. OK, ça c'est top. Est-ce que vous cherchez à aussi, hors accompagnement, à faire peut-être des campagnes de sensibilisation, je sais pas, auprès des entreprises, auprès, du tout public, pour leur parler de tout ça en fait, du handicap, de la vision de l'handicap, des obstacles, ou alors vous vous limitez, pleinement à l'accompagnement avec les personnes handicapées? Non, le but de l'association, c'est aussi de se faire connaître de tout le milieu, enfin voilà, de connaître au monde. Donc ça passe par des sensibilisations en entreprise, des sensibilisations dans d'autres associations, dans des événements. Là, sur Lyon, on est en train de mettre en place avec les pompiers d'une caserne, justement, un cross qui a été mis en place Ah dont les oui. bénéfices sont reversés à l'association. Donc, bah, ça, on se fait connaître par ce moyen-là. Les sensibilisations, c'est un moyen d'aller récolter des fonds, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans le monde associatif, mais c'est aussi de se faire connaître parce que demain, si tu es confronté au handicap, bah, te dire, bah, en fait, comme les autres, ça existe. Et puis, si c'est ton petit cousin qui est confronté au handicap, bah, de lui dire, comme les autres, ça existe. Et, c'est pas parce qu'on vient t'en parler que tu vas finir handicapé. Enfin, Oui, oui, oui. et donc, du coup, voilà. Non, mais le but, c'est vraiment de se faire connaître, en fait, par tout le monde, voilà, pour ouvrir, parce que si, en fait, par une sensibilisation, on peut, réussir à changer un peu le regard de quelqu'un, au moins d'une personne. Si à chaque sensibilisation, on arrive à changer le regard d'une personne sur le monde du handicap, parce que c'est aussi ça le but de l'association, bah, en fait, on a gagné quelque chose, quoi. Donc Mmh. voilà, le but, c'est de faire le plus de sensibilisation aussi possible dans des écoles. On a eu fait dans des écoles, dans des facs, dans Mmh. des entreprises, dans des sociétés partenaires, hein, qui sont Mmh. des partenaires financiers et qui Ouais. nous demandent des interventions ou des choses comme ça. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a une sensibilisation directe où on vient faire une intervention.
avec une méthode particulière. Et il y a aussi une sensibilisation un petit peu plus transparente, enfin transparente en tout cas déviée, qui est celle de l'insertion professionnelle et de l'immersion. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont aussi nos financeurs, ou en tout cas en local, qui nous connaissent. On leur demande si des personnes qu'on accompagne peuvent faire 1 journée, 2 journées d'immersion ou de stage. Et ces moments-là permettent à la personne de se dire je teste ma fatigabilité, l'accessibilité au niveau des sondages en fait dans la journée. Comment est-ce que je revivrai un quotidien un petit peu professionnel, mais surtout et beaucoup, on entend les retours des professionnels, donc que ce soit les RH avec qui on travaille directement, ou en tout cas de toutes les équipes, ah là là, mais en fait oui, je me rends compte que une personne tétraplégique avec une lésion très haute peut travailler, il peut être dans le marketing, avoir un ordinateur, une souris adaptée, même avoir un assistant de vie qui sera dédié à l'aider à accomplir ses tâches au quotidien. Et ça, c'est aussi une énorme sensibilisation au quotidien. OK. Ouais, non, ça c'est super chouette. OK. Très clair. J'ai une question qui vient de me popper, Lola, parce que tu parlais au début, tu disais que tu étais art thérapeute, c'est ça? En 2-3 mots, en quoi ça consiste? Et est-ce que tu utilises ça, du coup, dans tes outils, dans l'antenne, où tu es, Aura, c'est ça? Oui, Elle s'appelle exactement. l'antenne Aura comme les autres. Ouais, l'antenne Aura Auvergne-Rhône-Alpes. L'art-thérapie, c'est une méthode d'expression basée sur l'art. Donc, du coup, moi, je suis dramathérapeute par le biais du théâtre. Donc, je vais utiliser des médias, l'écriture, la marionnette, la mise en scène, la mise en récit de soi, etc. Et je vais travailler des difficultés, des problématiques dans une visée d'expression, mais aussi de transformation. L'idée, c'est pas du tout d'être dans l'exutoire et dans la sortie, en tout cas émotionnelle ou quelle qu'elle soit, mais de transformer, de se rendre compte qu'on a plein de ressources, on a plein de capacités qui grouillent en nous. Et l'art permet justement ça, c'est une expérimentation en fait. Chez Comme les autres, moi, je travaille beaucoup par le biais de l'écriture. En fait, on accompagne, on se rend compte que beaucoup de personnes qui sortent de centres de rééducation ont un schéma, en tout cas, ou des émotions qui peuvent être vraiment chamboulées et bouleversées. Et on va travailler, en fait, tout ce bouleversement émotionnel. C'est des mécanismes de défense, de protection, comme le déni, la colère, l'injustice, la frustration. Donc, toutes ces émotions-là qui peuvent survenir à la suite d'un accident, elles vont en fait se cristalliser. Et c'est une des étapes en fait d'un chemin de résilience, d'acceptation. Donc, c'est assez sain, finalement. C'est des émotions qui sont là aussi pour nous permettre de franchir une étape. L'idée dans l'écriture, voilà, c'est en 3-4 séances avec un groupe de 4-5. Donc là, c'est la 4e fois qu'on a fait ce groupe, de retravailler tout ça et de se dire, ma colère, d'où elle vient, comment est-ce que je peux la transformer, est-ce que je peux m'y adresser, est-ce que je peux la personnifier pour la mettre à distance. Et voilà, donc on va travailler tous ces mécanismes-là de défense. Et aussi, on fait pas mal de théâtre en dramathérapie. Et là, on va travailler toute la sphère psychocorporelle et vraiment identitaire de quel est mon rôle aujourd'hui, qu'est-ce qui a été bouleversé, qui je suis, comment je veux me représenter, comment je veux me donner à voir, comment le regard de l'autre aussi influe sur ma nouvelle identité aujourd'hui. Et ça, voilà, au national aussi, on crée des cursus et des projets femmes, des projets hommes, des projets images de soi, qui sont très importants parce qu'ils sont quand même vraiment complémentaires à toute la rééducation motrice et physique qui est nécessaire. Mais comme disait Martin, tout est lié. Donc, c'est-à-dire que si la personne manque de confiance en elle, d'estime et qu'elle a encore un sentiment de colère, on va pas pouvoir avancer, que ce soit sur le droit, sur le logement, sur aucun autre item en fait. On doit vraiment travailler ça et là on s'entoure voilà de sexologues, on va dans des spas, dans des friperies, de sophrologues, etc. Et on fait des dispositifs de plusieurs journées où on va retravailler toutes ces questions-là de la représentation que j'ai de moi, de celle que je ressens aussi de l'environnement et de mon identité la plus profonde, quoi. OK.
Non, c'est génial du coup, ce que je vois vraiment, c'est que c'est quelque chose d'assez holistique finalement, assez global. On va essayer de vraiment de toucher, chaque sphère de la vie de la personne. OK, non mais merci, c'est intéressant. Hem, Tu parlais, Martin il faut la finance, c'est un nerf de la guerre. Comment vous financez aujourd'hui? Comment la se finance uniquement par des dons? Il y a Ou, des dons privés, donc aussi bien de particuliers, donateurs privés, enfin là, toi, moi, n'importe qui peut donner à l'association sur le site internet, voilà. On a des entreprises partenaires, donc des sociétés privées aussi qui nous financent parce on connaît quelqu'un dans cette société ou parce qu'on a des marchés. C'est le rôle aussi du responsable d'antenne de chaque antenne de l'association. C'est son rôle d'aller chercher un petit peu des financements en local. Et après, on a aussi des finances publiques, les régions, les départements, l'État, qui fait des concours, qui fait des choses comme ça, qui justement peut nous permettre d'avoir des finances à ce niveau-là. Alors après, la répartition, moi, je la connais pas. Mais voilà, le but, c'est quand même d'avoir le plus de finances possible pour répondre au plus de demandes aussi possible. Parce qu'actuellement, on couvre encore pas la totalité du territoire français. Et à terme, ce serait quand même le but que chaque personne Mmh. blessée médulaire suite à un accident de la vie puisse être pris en charge par l'association. Mmh. Donc voilà, donc on essaye de multiplier un peu tous ces canaux d'arrivée oui. de finances pour justement à la fin arriver au plus possible, quoi. Donc vous diriez, tous les 2 que les perspectives, ouais, c'est quoi les perspectives de Comme les autres, c'est finalement couvrir tout l'ensemble du territoire national, Oui. à raison peut-être d'une antenne par, ville ou par région? Ce serait ça les perspectives? Oui, les perspectives, c'est de couvrir toutes les régions. Pour l'instant, on n'est pas encore présent en Occitanie ou dans le nord-est. L'idée, ça serait vraiment ça, et de nous assurer qu'aucune personne blessée médulaire traumatique qui sort de centre de rééducation ne sache pas l'existence, en tout cas, au moins, de l'association, qu'elle ait au moins la proposition, qu'elle choisisse de l'intégrer ou non, ça c'est autre chose, mais au moins qu'elle ait la possibilité de bénéficier d'un accompagnement à la suite. Ça, et puis d'être reconnu aussi d'utilité publique. On est quand même à une très grande majorité financé par du privé. Et l'idée, c'est quand même, voilà, on y tend peu à peu, et c'est assez chouette, à être de plus en plus financé par des espaces publics et l'État. Mais voilà, on continue quand même ce chemin. Et il y a énormément de personnes dans l'association qui sont dédiées, au-delà des responsables d'antenne, comme disait Martin. Mais à Paris, au siège, il y a 3-4 personnes qui sont dédiées uniquement à cette mission de récolte de. OK, OK. Tu dirais aujourd'hui que le principal obstacle, de l'association, c'est, côté finance ou tu en vois d'autres? Enfin, c'est les obstacles que vous rencontrez, Mm. Moi, je dirais que c'est lisibilité, enfin dans le sens où lisibilité de nos actions, qu'on soit, visibilité? oui, OK. voilà, moins identifié comme uniquement une association qui proposons de la sensation forte. Et surtout, ben oui, une connaissance de tous les hôpitaux, des centres de rééducation, euh, pour qu'ils puissent nous réorienter le plus facilement possible. Après, il y a une vraie aussi envie de la direction de l'association de le développer de manière pérenne et dans le temps. Donc, en stabilisant les finances, c'est pas la peine de faire un bond de faire un bond dans les finances et de pas réussir derrière à garder ça. C'est de le faire de manière intelligente et Intelligente, de ouais. stabiliser en disant, bah voilà, on a fait une antenne, on va faire Mm, une après l'autre c'est ça. et puis on va développer petit à petit pour justement trouver le staff parce que chaque antenne veut dire un staff, donc responsable d'antenne, des référents, Andy, des référents valides, des travailleurs Eh oui. sociaux. Donc voilà, donc c'est tout, c'est à monter aussi de manière étape par étape justement pour justement que ça fonctionne aussi derrière, parce qu'il faut que toutes ces personnes puissent travailler ensemble derrière, quoi. Donc ça, c'est vraiment Mmh. une vocation aussi de Mickaël et, et la direction pour justement faire ça de manière solide
et qu'on Ouais, intelligente finalement, que ça se passe bien quoi, qu'il y a pas un changement aussi dans les valeurs, dans la façon de fonctionner, la façon de travailler, et et de cetera, et garder la cetera. crédibilité que l'association a réussi à créer depuis une dizaine d'années, quoi. Et ouais. OK, OK, c'est clair. Je pense qu'on a fait pas mal un bon petit tour. J'avais envie de vous poser une question à tous les 2. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter? Quelque chose qui vous a touché particulièrement depuis que vous êtes, présents dans l'association? Joker! Non, non, des anecdotes, si, on en a Il forcément y en a vécu, beaucoup trop. il y en a beaucoup trop, Ouais. en faisant des activités tout régulièrement, des séjours, plusieurs fois par an. Ça peut être des participants, qui te pleurent dans les bras parce qu'en fait, bah, ils te disent, voilà: «Tu m'as sauvé la vie», enfin enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, je reprends leurs termes, même si pour Mmh. moi, je pense pas avoir, vraiment contribué à ça, mais enfin si, j'ai contribué à ça, mais voilà, j'ai pas c'est des termes très forts, mais qui sont souvent utilisés parce que, bah, voilà, quand Mmh. quelqu'un qui descend d'un ULM, qui a survolé, toutes les Alpes en ULM et bah, qui redescend en pleurs et qui dit: «Bah, je pensais jamais ressortir de mon lit d'hôpital», Mmh. bah, voilà, c'est des moments très forts. Ou après sur des sensibilisations, des questions d'enfants d'école qui te demandent si ton enfant, il va naître avec un fauteuil roulant. Enfin voilà, c'est des anecdotes, qui sont assez drôles Mmh. et assez merveilleuses à vivre. Et c'est aussi pour ça qu'on y retourne parce que, bah, en fait, chaque séjour, on prend une claque, même après 15 séjours Ouais. que j'ai encadrés, bah, en fait, tu prends une claque et t'en redemandes, quoi. Mmh. Puis les proches aussi. Les proches les conjoints, les conjointes ou les parents qui c'est vrai, en retour de séjour ou après un accompagnement peuvent nous dire: «Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Enfin, c'est trop bien, mais merci» il y a c'est quand même, très empreint d'émotions, quoi. C'est vrai qu'on arrive dans un moment de leur vie qui est plein de douleur, de souffrance, de renaissance. J'utilise ce mot parce que certains le nomment vraiment, ce mot de renaissance et on intègre, toute une partie aussi, très systémique donc moi je dirais ça. Il y a un autre moment aussi qui m'avait beaucoup marquée. On avait fait une exposition, au sol à la manière d'un photographe qui s'appelle, JR et on avait pris plein de portraits de personnes de toute la communauté, donc des personnes en fauteuil, des personnes sans fauteuil et du coup sur les photos, on voyait que les visages, donc on savait pas si les personnes étaient, handicapées ou pas et on avait, placardé sur une grande place de Lyon, on avait eu les autorisations, Ah ouais. donc toutes ces grandes images et les personnes venaient et pouvaient tester le fauteuil et cetera. On avait fait une danse choré, en fauteuil, pour certains et valide à côté et c'est vrai que, voilà, les patients étaient très attirés, les enfants et cetera et ça c'était un moment plein de vie, plein de joie et ça a créé un petit moment de micro-société, qu'on aimerait Génial. voir tous les jours comme ça. Génial, génial. Faudrait que tu m'envoies, je sais pas si vous avez une documentation sur ça ou une vidéo, peu importe, comme ça je le mettrai je regarderai déjà moi et puis je le mettrai, sous l'épisode. Parce que Mais, mais pour revenir, par exemple, sur les séjours, comme on disait, enfin, moi, ouais, c'est l'émotion des paroles en fin de séjour ou des textos ouais. que tu reçois le soir quand tu rentres de séjour en te disant, bah voilà, j'ai vécu ça et j'ai réussi à mettre des mots dessus, enfin voilà, et à le dire. C'est vraiment ce qui est fort là-dedans, parce qu'en fait, on part en mixité handivalide, on part qu'avec des personnes qu'on ne connaît pas en début de séjour. Enfin, les référents connaissent les participants, mais les participants entre eux ne se connaissent pas. La dernière fois que tu as fait ça, c'était en colonie de vacances, donc Ouais, c'est vrai. des gens qui ont 30 ans ou qui ont 50 ans qui partent en séjour, bah, c'est une grosse sortie de zone de confort. Et en début de séjour, tu te connais pas, tu te dis mais qu'est-ce que je vais foutre avec 10 personnes que je connais pas? Et puis en fin de séjour, bah, tu as fait de l'ULM, tu as fait de la plongée, tu as fait plein de choses avec des sensations qui, pour serrer des liens, les sensations, c'est quand même aussi énorme. Et en fin de séjour, souvent, il y a des pleurs juste. Tu as passé 5 jours avec des personnes, mais il y a des Mmh. pleurs juste parce que certaines personnes se séparent de d'autres, de connaissances, de personnes qui viennent de tout milieu, parce qu'il y a aussi une mixité du milieu social et des choses Mmh. comme ça. Et c'est ça qui est assez fort aussi, c'est de toutes ces rencontres, de se dire, bah, en fait, c'est des personnes que j'aurais sûrement jamais rencontrées dans ma vie, Ouais. avec qui j'aurais jamais partagé tout ça, parce que déjà, j'ai pas partagé avec beaucoup de personnes de l'ULM ou de la plongée sous glace. Donc pour les participants, c'est ultra fort et ça arrive à créer des liens et de l'émotion qui est très forte et qui est souvent palpable sur les séjours, parce que voilà, on arrive à faire ressortir des belles choses, quoi. Ouais. Ah, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu, mais de l'autre côté, en tant que participant, valide
Et effectivement, tu te dis: «Mais OK, tu connais personne». Enfin, moi, pour le coup, je connaissais, personne à part, une personne qui travaillait. Heu et c'était vraiment, formidable pour moi parce que enfin, déjà, c'est une grosse claque. Parce que tu découvres une dimension que tu ne connais pas forcément, en tout cas que tu imagines pas, telle qu'elle se présente, à toi. On dit toujours, bon voilà, tu sais, les personnes handicapées et cetera, tu peux les voir, tu peux concevoir ça, mais quand tu vis au quotidien avec ces personnes-là, c'est vraiment une nouvelle dimension qui s'ouvre à toi. Tu te rends vraiment compte des challenges, des difficultés que les personnes peuvent rencontrer, de leur quotidien. Et là, il y a une espèce de compassion, d'empathie qui est assez forte en tout cas, que j'ai vécu et je trouvais ça, vraiment intéressant et puis cette création de liens aussi entre tout chacun. Tu disais qu'à la fin, il y a des gens qui pleurent et cetera. Enfin, moi, personnellement, j'étais assez triste de voir partir après avoir vécu, 5 jours intenses à vivre des expériences, assez folles et OK, des choses que tu t'imagines pas, forcément. Hem, donc ouais, c'est vraiment, quelque chose de fort et puis je veux bien croire l'impact que ça a sur les personnes. Je pense autant sur les personnes valides, puisque moi ça m'a ouvert une nouvelle dimension, mais aussi pour les personnes non valides où ils partent d'un point A et ils arrivent à un point B et tu vois l'évolution qu'ils ont et puis après, quand ils te disent, quelque temps après le séjour: «Bah, voilà, moi je me suis mis», là je pense à quelqu'un, on a fait pendant le séjour, on a fait du wakeboard. Alors wakeboard, c'est, l'espèce de planche comme du ski nautique, mais sur une planche de snowboard, dans un cable park et alors déjà, c'est hyper compliqué pour les personnes valides. Alors j'imaginais pas du tout les personnes non valides dessus et j'étais frappé par ça et puis il y en a qui arrivaient mieux que même les personnes valides. Heu et pour revenir à cette personne-là, bah, quelque temps après, elle m'a dit, bah, cette personne qui n'arrivait pas du tout, en fait, bah, quelques semaines après, elle a dit: «Bon, bah, en fait, maintenant j'y vais, de temps en temps, je continue d'en faire, je progresse», et tu sens une énergie qui est tout autre et c'est vraiment encourageant et je trouve c'est vraiment génial donc Mmh. non, c'est vrai que c'est une vraie claque et puis c'est une énergie, qui est transmise, qui est assez incroyable, je trouve. Ouais, c'est des synergies qui sont assez enfin, qui fonctionnent à chaque fois, je dois dire. C'est assez rare que ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'il y a des ingrédients, mais c'est surtout que les personnes comme tu disais, ne se connaissent pas et déjà, c'est déjà un gros un acte. On fait rarement Ouais, ça dans la vie, d'aller ouais, s'engager une semaine avec des gens qu'on connaît pas et moi, ce que j'aime dire et c'est ce que je ressens aussi, c'est que c'est, la solidarité, le collectif et la sensation forte qui va unir tout ce groupe ouais, plus que le handicap ouais, et c'est on vrai. on peut entendre très très fréquemment, on a oublié que c'était à la fin Ouais, tu du l'oublies. séjour, voilà. Tu l'oublies, c'est vraiment tu prends voilà, tu bois un verre, tranquille, tu vas faire une activité laser game tranquille, et au quotidien, c'est vrai que, à part évidemment, il y a quelques moments où tu t'en rends compte, mais tu l'oublies. C'est une personne, Ouais, mais bah, comme on toi, rend quoi. compte, mais enfin, personnellement, hein, ce que j'ai vécu sur les séjours, c'est que tu te rends compte que bah, il y a des personnes qui sont différentes dans le sens où il y en a en fauteuil, il y en a d'autres non. Mais c'est pas un problème. Enfin, c'est de te dire, bah, on va Ouais. faire un laser game. Bon, bah, il y a 3 marches d'escalier. Oui, Bon, bah, on y va. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a pas, bah, du coup, il y a plus de débat. Hein. Mmh. Si ouais. il y a des petites peurs du début de dire, bah, attends, mais on va aller là-bas, mais comment on Mmh. va faire dans la neige, comment on va faire Et sur la plage, comment on va faire machin. Et ben, tu vas sur la plage, et ben, en fait, tu montes sur les épaules d'un pote, et puis tu y vas, et puis à Ouais. deux, on et prend le fauteuil, et puis on va se et baigner. tu rigoles, hein. Moi, par exemple, tu disais le laser game, je disais, à la personne qui était en fauteuil: «Bah, écoute, on va se faire une stratégie. Toi, tu vas rouler, moi, je vais me mettre sur le fauteuil et on va faire tac, 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 tac». Et en fait, dans les activités, tu te rends compte, au début, c'est vrai que, enfin, moi, pour moi, ça peut être aussi des fois un peu gênant, peut-être des fois un peu tabou, tu sais, de parler en handicap. Tu sais pas, enfin, moi, je savais pas trop, qu'est-ce qu'il fallait que je dise, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, est-ce que je rentre trop dans l'intimité, et cetera. Donc ça, c'est déjà intéressant à palper. Et puis après, finalement, bah, en fait, tu rigoles et c'est un état d'esprit et je trouve ça très cool.
Passer de cette manière-là, c'est quand même très éducatif et pédagogique et justement pas moralisant que de dire à la personne valide, pas on va t'apprendre à, Ouais. à interagir avec une personne en situation de handicap, mais justement, prends le temps de sentir et prends le temps de voir si la personne en situation de handicap a besoin d'aide à ce moment-là, s'il y a une marche ou quoi, mais demande-lui. Et ça, c'est une démarche inverse, mais qui est énorme. On remet quand même au centre la personne qui est dans le besoin. Et pour la personne nous, on nomme valide, c'est vrai que c'est déconstruire aussi plein d'idéaux. Et ça peut être aussi rassurant que de parler avec une personne en fauteuil et de se dire, Ouais. toi, comment est-ce que dans cette situation, tu aimerais que j'intervienne ou pas et voilà. Mais en fait, Exactement, après, c'est initier le dialogue. on Oui, se rend compte dans beaucoup de situations qu'en fait, ce qui est primordial, c'est la communication et de dire, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière ouais. de parler ou de pas parler à une personne en situation de handicap. C'est en fait de le faire comme on voudrait qu'on soit fait avec nous. Donc, c'est de communiquer. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est en fait de poser la question. Puis, si la Mhm. personne n'a pas envie de répondre, elle nous dit, non, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder avec toi ou pas maintenant ou pas dans ces situations-là. Ouais. Et en fait, voilà, il n'y a pas de souvent, c'est des peurs, c'est des craintes de se dire, mais en fait, Ouais. j'ai peur de lui parler du handicap. Bah oui, mais tu as peur parce qu'en fait, tu te projettes à toi-même et te dire, en fait, voilà. Ouais. Mais, mais c'est quand le dialogue est posé, quand les questions sont légitimes, parce que voilà, il y a des questions qui ne le sont pas, ou dans des situations qui ne le sont pas. Et donc voilà, en fait, c'est juste la communication et de se dire, en fait, voilà, il n'y a pas de. Mm. Moi, comme je dis, je trouve qu'il n'y a jamais de questions bêtes parce que si la personne se pose cette question, c'est que pour lui, il a besoin d'avoir une réponse. Donc, besoin ou envie d'avoir une réponse. Donc, je lui apporterai la réponse que je peux lui apporter et que j'ai envie de lui donner parce qu'il y a des choses qu'avec des sujets, j'ai pas envie de parler avec certaines personnes. Mais comme dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie de parler Oui, de politique avec au certaines final, oui. personnes, j'ai pas envie de parler de sexualité avec certaines personnes, j'ai pas Mm. envie de parler de choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu remettre la communication un petit peu au centre et de dire, en fait, il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière, faites-le de manière bienveillante et humaine, et puis en fait, on y arrivera, quoi. Et à la fin, sur les séjours, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ça, Oui, c'est un bel espoir pour la suite, quoi. ouais, ouais. Non, c'est clair. Génial, non, c'est très pertinent ce que tu viens de dire, Martin. Hem, D'ailleurs, une petite question comme ça, tu arrives s'il y avait pas CLA, tu penses que ta vie aurait été, enfin, qu'est-ce qui serait passé si tu avais pas eu CLA? Est-ce que tu te poses déjà t'es déjà arrivé de poser ces questions ou pas Alors, pas spécialement? CLA, je me suis jamais réellement posé la question, plutôt pas l'accident. Tu dis, Oui, si j'avais pas eu l'accident, comment ma vie elle aurait évolué? À l'heure actuelle, après 10 ans, je peux te dire, je sais pas si j'aurais été plus heureux avant que maintenant. Parce que OK. j'ai un métier qui me convient, j'ai une vie personnelle qui me convient, j'ai une maison, j'ai une femme, voilà, là-dessus, je suis épanoui. Est-ce que si j'avais gardé mon boulot d'avant, est-ce que j'aurais été épanoui? Est-ce que j'aurais été pas le gros con qui se gare sur une place handicapée? Enfin, Ouais, non, ouais, mais ouais, voilà, non, bien sûr. je sais pas comment j'aurais évolué, donc ça, c'est pareil, voilà, je saurais pas dire. Sans que là, je pense que j'aurais quand même réussi à faire quelque chose dans le sens où j'ai un entourage qui est formidable et on fait encore, même hors classe, je fais beaucoup de choses avec eux, je fais encore pas mal de polissons avec eux. Donc voilà. Mais que là, amène une structure, amène quelque chose. Et moi, c'est aussi le côté de dire, j'ai eu la chance dans mon parcours de Mmh. reconstruction de ne pas avoir besoin beaucoup d'aide. Si je peux le mettre au profit de quelqu'un d'autre qui en a besoin d'un peu plus, vas-y, en fait, je vais mettre mon énergie un peu là-dedans Mm. pour justement donner ce petit coup de pouce. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir besoin. Mm. Vas-y, en fait, on n'est pas tous dans ce cas-là parce qu'il y Non. a, il y a le professionnel, il y a la finance, il y a beaucoup de Mm. choses qui rentrent en compte et il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans une des rouages et que pour que ça foute que ça soit un petit peu le bazar, quoi. Mm. Donc voilà, moi c'est aussi avec ça que je me claque, je me dis à mon échelle personnellement, j'aurais peut-être fait des choses pour aider les gens. Là, ça permet d'aider un petit peu peut-être à un peu plus grande échelle et d'arriver à quantifier un peu aussi ce qu'on fait. Donc c'est aussi valorisant, c'est aussi intéressant de le faire. OK. Super, merci, Martin, pour cette réponse. Moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses, qu'on n'a pas abordées, que vous auriez aimé dire ou aborder, concernant l'association, concernant vous? Heu,
Non, moi je trouve que Ap c'est assez complet. Après, ce que j'aime bien dans cette discussion, c'est que j'espère que ce qui aussi peut être passé, c'est qu'on est une association pleine de vie, euh, structurée avec voilà plein d'outils, etc. Mais oui, il y a énormément de joie, d'émotion, de carburant, si je puis dire. Et c'est vrai qu'on est aussi une équipe je mets aussi les pairs accompagnateurs, les RH, les référents handicap, pardon, dedans, euh, tous très très solidaires et c'est chouette. C'est un bel espace. Mmh. Moi, Tu je dirais, t'attendais à tout ça quand tu es arrivé? Je m'attendais à du dynamisme, à de la créativité, à de la création, ouais, à de la vie, Mmh. mais peut-être pas autant. Et c'est vrai que tous les jours, euh, c'est bon, c'est vraiment bon à ressentir. Il y a quelque chose aussi d'une croyance vers un monde et un monde humain en tout cas et social Mmh. qui donne énormément foi dans cet espace quoi. Ouais. moi, Génial. moi, je rajouterais la part, on va dire, pour les valides, parce que les handis, on essaye d'aller les chercher en centre de rééducation ou, enfin voilà, par le milieu, par d'autres moyens. Mais pour les handis, pour les valides, bah, faut être curieux et puis bah, pousser la porte, venez voir ce qui se passe et puis bah, au pire, vous venez boire un coup et Tout le monde peut venir. voilà, tout le monde peut venir. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de. Enfin, si, il faut être majeur, c'est tout ce qu'on demande. Oui, Mais, oui, parce qu'il y a beaucoup de bière. non, mais le but, c'est bah, venez pousser la porte dans chaque région, n'importe où, et puis vous verrez ce qui s'y passe. Et puis normalement, on en repart un petit peu changé, puis on en repart Ouais. avec des belles images et des belles choses. C'est vrai, je confirme totalement. Comment on contacte, on retrouve CLA comme les autres? Site internet, réseaux sociaux? Ouais. Alors, on a un Instagram, on a un Facebook et puis on a un site internet. Et sur le site internet, on peut cliquer par région. Et sur chaque région, en fait, vous avez le contact de la personne concernée à qui vous pouvez envoyer un mail. Ok, d'accord. Bah, je mettrai tout ça dans la description aussi, pareil d'épisode. Bon, bah, trop cool, trop cool. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais terminer par des petites questions un peu annexes. Alors, ça va être un exercice intéressant, enfin, parce que là, d'habitude, je le fais toujours avec une personne. Là, on est deux. Enfin, on est trois, mais vous êtes deux. Bref, on s'est compris. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible à la Ah, mais question. politiquement correct ou Et non, là, on joue. Là, on va sortir la bière, on va sortir. Non, je rigole. Non, je rigole. Ok. Alors, comme on est deux, je pose la question et à chacun votre tour, vous donnez une réponse la plus spontanée possible. Ok. Voilà. Ok, C'est parti. Ouais. très fugo. Comment vous vous décririez en un mot? Curieuse. En un mot, t'as été plus rapide, toi. Il a dit spontané. Ouais, spontané, mais je dirais polyvalent. Polyvalent. Qu'est-ce qui vous fait sourire au quotidien? La nature. Ça dépend si on parle de sourire. Ouais, je dirais aussi la beauté de la nature, mais des fois sourire un peu jaune aussi, Oui. la bêtise humaine. Oui. Ouais. Ouais. Si vous étiez dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que vous avez la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde, ce serait lequel et pourquoi? Ou juste ce serait lequel? Merci pour un merci un peu à la vie en disant bah on vit malgré qu'il soit arrivé des choses pas forcément cool, on a réussi à en faire des trucs plutôt cool et plutôt des belles choses. Donc bah merci d'avoir merci à tous ceux qui ont contribué en bien ou même en mal, hein, parce que ça fait Hmm. évoluer dans la vie. Donc voilà, merci. C'est beau. Qu'est-ce que je peux dire? Sortez les mouchoirs. Moi, je dirais, soyez conscients, soyez calmes, un truc un peu lié à l'apaisement et au voire stop, on se calme. Ok, merci. Si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps et parler à vous-même, enfant ou ado,
qu'est-ce que vous lui diriez? Mmh, Joker! non, c'est pas Joker, c'est pas une bonne réponse. Pas Non, évidente hein, comme question, je le conçois. non, moi personnellement, je me dirais continue sur la lancée avec les valeurs que tes parents t'ont données, puis normalement tu arriveras à faire quelque chose de correct et à ton image. Ouais. Magnifique. Moi, je dirais sois confiante. OK. Si vous aviez un super pouvoir, ça serait lequel? Moi, j'aimerais bien me téléporter quand même. Je sais qu'il est Je vais bien. pas dire marcher, moi c'est un peu con quand même. Tu te débrouilles. Pourquoi pas? C'est ce que tu veux. Non, ouais, téléportation, c'est pas mal, ouais. Allez. Une leçon importante que vous avez apprise dans votre vie et que vous avez envie de partager? Moi, je dirais l'humilité et rester humble, ne pas trop développer son ego non plus surdimensionné comme certains peuvent le faire. Quand tu par rapport à moi, c'est souvent l'accident qui fait évoluer, enfin des situations Ouais. compliquées. Quand, tu te retrouves face à une étudiante infirmière qui a ton âge, dans des situations comme ça, tu dis: «Oui merde en fait, c'était pas ce que je voulais, c'était pas» voilà, ça te remet un petit peu à ta place en te disant: «Bah, en fait, on a tous besoin des autres». Ouais. Bah, à un moment, j'avais besoin des autres. Bon, bah, ils m'ont aidé. Bon, bah, voilà, reste à ta place maintenant et puis aide ceux que tu peux aider, puis ça ira bien. Moi, je dirais d'être, conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, des conséquences que ça peut avoir et je pense que pour moi, si on était un petit peu plus tous conscients de toutes les conséquences de nos actes et de juste notre présence, on serait peut-être, plus solidaires aussi. Super. Enfin, une dernière question, si vous aviez l'opportunité de prendre un café avec un personnage, historique ou pas, ou une personne importante, vous choisiriez qui et pourquoi? Moi, Cléopâtre, j'ai beaucoup de questions. Cléopâtre? Ah ouais, j'ai trop de questions à lui poser. Hem, je sais pas s'il faut partir sur, si tu fais ressortir tes passions de mec, de sport automobile, de voilà, un grand Pourquoi pas, hein? champion pour voir comment il gère aussi justement cette humilité, ce rapport aux autres ou voilà, des grands sportifs comme Lewis Hamilton ou des choses comme ça. Ou ouais, plus des Étienne Chouard ou des choses comme ça qui peuvent apporter certaines valeurs aussi différentes, quoi. Parfait, très bien. Ben voilà, vous êtes sortis, vivants de cette petite question, Bah oui, c'est on est prêts, hein. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, bah, génial, vous avez un dernier message à faire passer? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Ouais, 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 ben, merci beaucoup, Merci à toi déjà à toi, hein. Trop cool. de prendre du temps pour ça et de Ouais. Bah, merci à vous, Lola et Martin. Vraiment, c'était enrichissant. C'était une discussion très intéressante, très chouette. J'espère que voilà, on a pu, aborder un peu comme les autres, sous différents angles, en tout cas donner des bonnes informations et puis, pouvoir, voilà, de donner, des nouvelles pistes, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Hem, N'hésitez pas à partager cet épisode, en parler autour de vous. Comme ça aide à faire découvrir, l'association à un plus grand nombre et puis, ça aide aussi à, mmh, aussi à quelque part à aider à faire grandir aussi cette association qui a le mérite d'être connue et d'être, encore plus connue. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Voilà, j'espère vraiment que vous l'aviez apprécié. Je vous encourage maintenant à aller visiter, l'association, le site de l'association Comme les autres. Vous pouvez, les contacter évidemment. Je mettrai encore une fois tous les liens en description. Je vous encourage aussi à aller visiter le site du Podcaston. Je mettrai aussi le lien dans la description pour déjà, découvrir, d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Il y en a, il y a plus de je crois à ce jour, il y a plus de 300 personnes qui présentent plus de 300 associations. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, si vous avez apprécié aussi, cet épisode et ce que fait Comme les autres, de faire une promesse de don.
pour l'association. Tout cela se passe soit sur le site de Comme les autres, soit aussi également sur le site de Podcaston, et ceci très facilement. Je le précise, les dons sont déductibles d'impôts. Je sais qu'il y en a qui apprécient ça. Donc voilà. On compte sur vous. Merci pour votre écoute, d'être resté jusqu'à présent, pour votre fidélité, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore, à bientôt, et merci Lola et Martin. Merci à Merci à toi. toi. Ciao, ciao.